Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Bonjour. François de Rugy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à 43 ans, vous êtes le 4e personnage de l'État. Vous êtes un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Autrefois, avant votre ralliement à Emmanuel Macron en février dernier, vous vous définissiez comme, je vous cite, un écologiste de centre-gauche. Vous êtes élu de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, vous présidez un hémicycle renouvelé à 70% et vous avez lancé un chantier, ou plutôt des chantiers, sans précédent. Chantier de modernisation de l'Assemblée nationale, on va y revenir tout à l'heure. Réduction d'un tiers du nombre des élus, introduction de la proportionnelle, réforme de la procédure parlementaire, vaste plan d'économie, amélioration du contrôle et de l'évolution de la loi. Nous avons donc plein de questions à vous poser. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, François de Rugy, par une question d'actualité, une question dans l'air du temps. Jean d'Ormesson fera l'objet d'un hommage national aux Invalides demain, vendredi, avec le président de la République. Vous-même, à l'Assemblée nationale, vous avez rendu un hommage vibrant, une ovation debout, comme on dit en français, à Johnny. Il est question que le cortège funéraire de Johnny descende les Champs-Élysées. Vous êtes plutôt Jean d'Ormesson ou plutôt Johnny, François de Rugy ? Si je parlais de mes goûts personnels, mais nous ne sommes pas là pour cela. Allez-y, confiez-vous. J'ai plus souvent écouté des chansons de Johnny que je n'ai lu des livres de Jean d'Ormesson, mais je pense que ce sont deux figures françaises, et vraiment incarnant la France, chacune à leur façon. Jean d'Ormesson comme homme de lettres, à la fois écrivain, journaliste, qui avait fait aussi une grande école française, l'école normale supérieure. Un homme de droite. Un homme de droite qui disait avoir des idées de gauche. Voilà. Cela a une actualité particulière aujourd'hui. Oui. Un homme ouvert, en tout cas, qui avait une façon inimitable de s'exprimer, tant sur la forme que dans l'usage des mots. Donc une figure très attachante et je suis sûr qu'on le réécoutera lui aussi et on le relira encore longtemps. Et puis Johnny Hallyday, évidemment, c'est complètement différent. C'est un chanteur. Et vraiment un chanteur, un interprète. Il n'a quasiment jamais écrit de chansons, d'ailleurs. Il est fidèle à cette tradition des interprètes. Et il avait un succès très important, sans doute lié à ses qualités. Ce fut votre jeunesse, de chanteur vous qui avez sur scène. 43 ans. Alors, non, d'ailleurs, je dois corriger que j'ai 44 ans depuis le 6 décembre. Donc, c'est tout récent. Joyeux anniversaire. Et il est mort le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, malheureusement. Mais c'était surtout Johnny Hallyday, un homme de scène. Et alors qu'il était par ailleurs assez timide, assez pudique. Lui-même avait dit d'ailleurs qu'il ne voulait pas d'hommage national, je crois, dans une interview un jour. Faut-il lui rendre un hommage national ? Je crois que ce qu'il faut, c'est normal que les autorités publiques soient, d'une certaine façon, à l'unisson de ce que ressentent les Français. C'est simplement cela que j'ai voulu exprimer à l'Assemblée nationale et les députés voulaient l'exprimer. Ensuite, il faut aussi organiser un peu les choses, car vous voyez bien qu'il y a beaucoup de Français qui veulent rendre hommage à Johnny Hallyday, qui veulent sans doute l'accompagner en quelque sorte une dernière fois, comme on dit dans ces circonstances. Est-ce qu'il faut un concert ou est-ce qu'il faut un cortège ? Mais peut-être les deux. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de chanteurs, beaucoup de personnalités de la chanson française, aussi du cinéma, car il a été acteur et il aurait bien aimé 37 d'ailleurs. films à son actif. Voilà, il paraît que son rêve était vraiment d'être acteur. Et donc, il faut sans doute qu'il y ait, et il y aura sans doute des hommages de la chanson française, et en même temps, une forme de cérémonie qui n'est pas encore organisée, qui est à voir avec sa famille. Français. Bien, on va rentrer peut-être plus dans la chaleur et peut-être la difficulté de l'actualité avec une première question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, avant d'entrer dans les questions politiques, cette question très difficile sur le plan international, le président américain Donald Trump vient de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Est-ce que cette décision met en péril le processus de paix dans la région ? François de Rugy. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump multiplie les déclarations tonitruantes, un peu à l'emporte-pièce, qui mettent en danger, ou qui peuvent mettre en danger, des équilibres du monde qui sont fragiles. On se souvient qu'à un moment donné, pour la Corée du Nord, il l'avait quasiment menacé d'une intervention militaire, voire nucléaire. C'était potentiellement très inquiétant. Sur le conflit israélo-palestinien, chacun sait que depuis longtemps, on est dans une situation de blocage. Tout le monde en appelle à des négociations
de paix, à une solution politique qui ne peut l'impasse. passer que par l'engagement des deux parties. Le gouvernement israélien de M. Netanyahou, qui est un gouvernement qui a des positions assez radicales depuis plusieurs années, et l'autorité palestinienne, et les différents d'ailleurs courants palestiniens. Donc la responsabilité des grandes puissances comme les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, la France, c'est plutôt d'aider et de contribuer à ce que les uns et les autres se remettent autour de la table, essaient de trouver un accord pour avoir deux États qui pourront vivre à la fois en paix, en liberté et en sécurité, et c'est très important évidemment pour Israël, mais aussi pour la Palestine. Et ce genre de mesures unilatérales ne contribue évidemment pas du tout à cela, ne contribue pas du tout à la reprise des négociations. Donc une inquiétude. C'est une source d'inquiétude, d'ailleurs, que le président de la République française a exprimée. Et nous, à l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a quelques années, il y avait une résolution qui avait été votée pour la reconnaissance de l'État de Palestine et qui avait fait l'objet de débats, de préparation, justement pour réaffirmer cette position constante de la France du soutien à deux États. Romain Masneau, RCF. Tout autre sujet, Frédéric Mounier le rappelait en introduction, vous voulez renforcer l'efficacité du travail parlementaire, améliorer le contrôle, le suivi, l'évaluation de la loi. En la matière, quelles sont vos priorités, vos chantiers prioritaires ? François de Rugy. Alors, vous l'avez dit en effet en introduction, c'est un chantier de transformation de l'Assemblée nationale qui n'a jamais été engagé de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu qu'on ait une approche globale sur tous les sujets qui vont peut-être du plus important, c'est-à-dire la procédure législative, l'évaluation et le contrôle, et puis aussi des choses vraiment de fonctionnement interne à l'Assemblée sur lesquelles nous avons déjà pris des décisions que j'avais lancées moi-même dès mon élection. La mise dans le droit commun, en quelque sorte, dans le régime commun des retraites des députés, de l'allocation chômage des députés, la question des frais de mandat des députés, sur lesquels nous venons d'édicter des règles, de prévoir un contrôle, ce qui n'avait jamais été fait. Sur l'efficacité de l'Assemblée nationale, moi, je souhaite vraiment que la procédure législative soit plus efficace. Nous avons aujourd'hui souvent des débats répétitifs. On répète les mêmes arguments, d'abord en commission, puis en séance à l'Assemblée nationale, puis on va au Sénat, puis on revient à l'Assemblée, et ainsi de suite, parfois 4 fois. Et cela amène des textes importants à mettre plus d'1 an pour être adoptés entre le moment où ils sont présentés au Conseil des ministres et le moment où ils sont promulgués, sans compter le temps que prennent ensuite les décrets d'application. Ah non, c'est trop long. Donc il faut quand même lorsqu'ils sortent, avoir une certaine efficacité. On pourrait se dire, par exemple, qu'un temps normal serait de 3 mois. Il ne s'agit pas de faire les choses en 24 heures ou en 48 heures, bien sûr, mais d'avoir des objectifs d'efficacité, de clarté des débats, parce qu'une Assemblée nationale, elle organise le débat, et je veille à organiser des débats pour que tous les points de vue puissent s'exprimer. À l'Assemblée aujourd'hui, nous avons vraiment toute la palette des opinions des Français. Et ensuite, on décide. Une fois qu'on a débattu, on décide. Et répéter indéfiniment les mêmes arguments n'aide pas ni à clarifier les enjeux, ni à décider. Il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui chez les nouveaux députés LREM, du dépit, des députés qui ne s'y retrouvent plus dans ce travail parlementaire. Ou qui découvrent le travail parlementaire. Je crois surtout que les députés de la majorité, les députés En Marche, du MoDem, mais aussi des nouveaux députés d'autres sensibilités, ils veulent en effet que l'on soit plus efficace. Et ils me poussent, d'ailleurs, ils me soutiennent dans cette volonté de transformation de l'Assemblée nationale. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, l'introduction de la proportionnelle, c'est vraiment nécessaire, parce que vous savez, vous êtes aguerri, vous savez que ça peut favoriser aussi le renforcement des... Vous avez vécu ça au sein des écologistes, c'est compliqué. Bien à gauche et bien à droite, donc ça ne vous fait pas peur ? L'engagement. C'est important de rappeler quels sont les engagements pris avant les élections, parce que vous avez vu que tout ce que nous avons voté à l'Assemblée nationale depuis 6 mois, 5 mois même, c'est des choses qui avaient été annoncées avant les élections. Il n'y a pas des choses qui sont sorties du chapeau. Bon, c'est important de tenir les engagements. Et parmi les engagements, il y avait l'introduction d'un mode de scrutin mixte pour l'Assemblée nationale, à dominante majoritaire, comme aujourd'hui, et avec l'introduction d'une dose de proportionnelle. Alors, sur cette dose, pour qu'on ait la garantie que tous les courants politiques soient représentés. Souvenez-vous, en 2012, par exemple, Marine Le Pen avait réuni 18% des voix aux élections, à l'élection présidentielle, au premier tour, et aux législatives, il n'y avait que 3 députés d'extrême droite sur 577. Un tel déséquilibre n'est pas entendable. Donc, le mode de scrutin mixte,
Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore fait de projet. Moi, j'ai fait une proposition, je l'ai mise sur la table, de dire on pourrait avoir environ 300 députés élus dans des circonscriptions, donc 2 fois moins qu'aujourd'hui, on regroupe les circonscriptions, et 100 députés élus à la proportionnelle pour une assemblée future de 400 députés au lieu de 577. Car il faut aussi tenir cet engagement de réduction de 30% du nombre de députés. Quand vous voyez ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne qui se fait débat depuis des mois sur la formation d'un gouvernement, ça ne vous refroidit pas sur la proportionnelle ? Bon, la situation allemande est très différente puisque l'Allemagne a un mode de scrutin 100% proportionnel. C'est-à-dire que les députés il y a 2 sont... voix, chacun vote. Voilà. Mais on le vote aussi résultat dans des global circonscriptions, sur le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande, c'est la proportionnelle intégrale. D'ailleurs, ils sont même obligés d'augmenter le nombre de députés au fil des législatures pour respecter cette proportionnelle. Ils sont passés de 630 députés à 700. Et nous voulons réduire. L'Allemagne, elle, a augmenté. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas d'élection au suffrage universel en Allemagne du chancelier, l'équivalent du chef de l'exécutif. En France, il y a l'élection au suffrage universel direct du président de la République qui a sa légitimité pour nommer un gouvernement et qui, évidemment, trouve une majorité à l'Assemblée nationale. Très bien. Une question de Corinne Laurent, Lacroix. Oui, l'Assemblée nationale a décidé de mesures, de règles portant sur les frais de mandat des députés. Qu'est-ce qui garantit la transparence sur l'utilisation des enveloppes destinées aux députés ? Et je rajoute, François de Rugy, vous le savez, que votre déontologue à l'Assemblée a émis des réserves sérieuses sur les modalités du contrôle de cette indemnité. Notamment, on a vu beaucoup de difficultés avec certains députés qui ont acheté leur permanence, qui l'ont revendue avec plus-value. Bref, la question est un peu complexe, François de Rugy. Sur les frais de mandat, il y a eu des polémiques, des débats pendant des années, quand ce n'est pas des dizaines d'années, mais on ne faisait rien. Voilà. Nous avons décidé, nous avons agi. Nous avons donc édicté des règles sur ce qu'il est possible de faire avec cette enveloppe qui est distribuée par l'Assemblée à chaque député, qui est individuelle et qui est faite pour travailler. Voilà, 5 300 € par mois, c'est des moyens de travail que les députés gèrent selon leurs besoins. Et ils n'auront pas le droit de l'utiliser pour un certain nombre de dépenses qui, là aussi, sont écrites noir sur blanc. Deuxième point très important, nous demandons aux députés de tenir une comptabilité avec le fait de garder tous les justificatifs. Comme tout le monde. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui. Et troisième nouveauté, nous allons faire un contrôle. Tous les ans, un certain nombre de députés seront contrôlés de façon à ce que sur l'ensemble d'un mandat de 5 ans, tous les députés soient contrôlés au moins une fois. Mais avec un système de tirage au sort, c'est ça, non ? C'est un peu bizarre. Oui, parce que il ne faut pas, évidemment, qu'un député se dise « bon, j'ai déjà été contrôlé une fois, maintenant c'est terminé ou je fais des choses que pendant un an ». Non, c'est tout le temps, en permanence. On fera d'ailleurs peut-être des contrôles flash, si vous voulez. Par exemple, on dira le mois dernier, tel député, qu'est-ce que vous aviez dépensé ? Est-ce que vous êtes dans les clous ? Et ça, c'est totalement nouveau. Il n'y avait jamais eu de dispositif de contrôle. Est-ce que ça la déontologue avait donc fait une contribution et avait émis en effet des réserves sur le dispositif qui avait été imaginé au départ. Nous l'avons corrigé pour tenir compte d'un certain nombre de ces remarques, notamment sur les modalités de contrôle. Corinne Laurent, Lacroix. Et quelles seront les sanctions si des manquements sont notés ? En effet, il n'y a pas de bonne règle sans sanction, parce qu'on sait bien qu'il faut quand même toujours qu'il y ait la peur du gendarme. Il y a donc 2 types de sanctions. Pour des personnes considérées comme de bonne foi, eh bien, elles devront rembourser les sommes qui auront été payées avec ces frais de mandat alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Et pour des personnes qui auraient manifestement exagéré, qui seraient récidivistes, à ce moment-là, le bureau de l'Assemblée nationale s'en saisira et verra si ce sont des sanctions prises directement par l'Assemblée nationale ou si cela doit être transmis à l'autorité judiciaire. Très bien. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, quand vous avez été élu président, et ainsi que les autres responsables de l'Assemblée, les présidents de commission, etc., il avait été décidé que ça serait pour mi-mandat. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut nuire à l'efficacité, finalement, ce genre de décision ? François de Rugy. Alors, il y a eu en effet un certain nombre de choses de dites au début de mandat. Ce qui est clair, et c'est bon de rappeler les règles, le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée du mandat, pour 5 ans, et c'est en effet la durée qui permet aussi d'agir et de défendre le pluralisme, les droits de l'opposition, sans être sans cesse à devoir, évidemment, être réélu par son groupe majoritaire ou autre. Et c'est comme ça dans la plupart des assemblées au monde. Ensuite, pour les présidents de commission ou d'autres postes, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, par exemple, là, le règlement de l'Assemblée prévoit un renouvellement tous les ans. La plupart du temps, les responsables sont reconduits dans leurs fonctions parce que là aussi, on cherche une certaine durée.
Après, il est normal, et ça le groupe En Marche a souhaité le faire, qu'il y ait une forme de bilan d'exercice des responsabilités à mi-mandat, mais qui pourra être fait d'ailleurs tous les ans. D'ailleurs. Et ça, c'est tout à fait normal, Et donc, chacun pour le vous fera, moi y compris, bien évidemment. Donc il y aura un bilan à mi-mandat pour vous, mais votre objectif est de rester jusqu'au bout de votre mandat. C'est bien ça. Je crois qu'il est bon de respecter la Constitution, parce que là, c'est même pas le règlement de l'Assemblée nationale, c'est la Constitution avec son article 32. Ok, très bien. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. On le disait tout à l'heure, la plupart des députés En Marche sont des novices. Le parti est dirigé par quelqu'un qui est presque inconnu des Français. Est-ce que le parti, comme on l'entend dire parfois, n'est pas un peu le talon d'Achille du président Macron ? François de Rugy. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans ces débats, parce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne souhaite pas être partie prenante des questions de parti. Ce que je souhaite, et je crois que c'est en cours, c'est que le mouvement En Marche se structure partout en France, inscrive son action dans la durée et prépare les prochaines échéances électorales, les élections européennes, un vrai débat européen, un vrai positionnement européen fort de la part d'En Marche, de la part d'Emmanuel Macron, et ensuite les élections locales qui viendront et qui permettront au mouvement En Marche de continuer le travail de renouvellement de la vie politique, à l'échelon local notamment, et de recomposition de la vie politique, là également, à l'échelon local. Nous l'avons fait au niveau national, avec l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République, à l'Assemblée nationale, avec un profond renouvellement des députés. Il faut poursuivre ce mouvement. J'ai envie de dire que ça doit devenir un mouvement perpétuel de renouvellement. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Nous aussi, nous sommes en mouvement perpétuel. On va marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Il est interrogé par La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. C'est Alain Baron pour Radio Notre-Dame qui pose la première question. Oui, vous qui êtes un élu nantais, on connaît votre position sur l'aéroport Notre-Dame-de-Lande. Vous y êtes opposé. On va bientôt avoir le rapport des experts. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous direz si jamais les experts concluent au fait qu'il faut construire cet aéroport ? Alors, François de Rugy. Ce ne sont pas uniquement des experts, ce sont des médiateurs qui ont été nommés par le gouvernement à la demande du président de la République qui en avait pris l'engagement lorsqu'il était candidat. Donc là aussi, engagement pris pendant la campagne présidentielle, engagement tenu dans les semaines qui ont suivi son élection. Et la lettre de mission qui a été donnée à ces 4 experts, médiateurs, ce n'est pas de décider à la place des politiques, c'est d'éclairer la décision sur un certain nombre de points qui n'avaient jamais été réactualisés depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans que le projet a été étudié et déclaré d'utilité publique. Donc ce travail, il est tout à fait utile. Le rapport va être rendu le 13 décembre. On avait dit début décembre. Nous y sommes. Et ensuite, le gouvernement s'est exprimé, que ce soit le Premier ministre, Édouard Philippe, le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, pour dire qu'une décision serait prise avant la fin de l'année, donc avant la fin du mois de décembre, très rapidement. Et moi, je ne peux que souhaiter que ce calendrier soit respecté, que ces engagements soient tenus, et je ne ferai aucun autre commentaire, car je crois que tout a été dit et redit sur le sujet en ce qui concerne les politiques. Vous pouvez nous rappeler votre position d'élu local ? Ça a été rappelé à l'instant par votre confrère. Bien, Romain Masneau, RCF. Est-ce que la France peut être précurseur en Europe en interdisant le glyphosate d'ici 3 ans, comme le dit Emmanuel Macron ? Et par quoi on pourrait remplacer, les agriculteurs pourraient-ils remplacer le glyphosate ? François de Rugy. Oui, la France peut être à la pointe dans le combat contre les pesticides et leurs dégâts sur l'environnement et surtout sur la santé. Et le glyphosate a été pointé depuis de nombreuses années comme potentiellement cancérogène par des organisations internationales, notamment une agence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, beaucoup d'agriculteurs. Moi, j'ai rencontré des viticulteurs il y a 1 an dans le Bordelais qui m'ont dit « Nous, on a changé nos pratiques culturales. C'est-à-dire, c'est pas simplement prendre un produit et l'abandonner pour un autre. C'est vraiment changer les pratiques culturelles. Ça ne veut pas forcément dire aller jusqu'à l'agriculture biologique. Ça peut pour certains, pour éviter d'utiliser ces produits qui mettent en danger d'abord la santé des agriculteurs, des viticulteurs, de ceux qui les utilisent, qui les manipulent, et puis ensuite potentiellement aussi des consommateurs. Et donc, sur ce combat, moi je suis vraiment très heureux que le gouvernement français et le président de la République s'engagent personnellement pour être à la pointe. Vous savez qu'au niveau européen,
la tendance majoritaire était plutôt de réautoriser ce produit pour 10 ans. La France a mené la bataille, c'est 5 ans. Mais malgré cela, la France a dit, nous, on se donne 3 ans pour mettre en place d'autres pratiques qui permettront d'interdire le glyphosate. Corinne Laurent, Lacroix. Quelle est la place de Nicolas Hulot au sein du gouvernement? Est-il utile à la cause écologique, selon vous? Nicolas François de Hulot Rugy a une grande place dans ce gouvernement. D'ailleurs, il est un des rares ministres d'État, ce qui symboliquement montre l'importance du sujet écologique dans ce gouvernement. Chacun connaît la personnalité de Nicolas Hulot. Engagement très ancien pour la défense de l'environnement, la protection de la nature, de la planète, engagement associatif, médiatique, une personnalité de poids. Il arrive au gouvernement il y a 6 mois avec ce poids personnel et c'est très utile. Mais maintenant qu'il est dans l'action, depuis 6 mois, et il l'avait dit, dès son entrée en fonction, ce sera plus difficile d'être dans l'action, la décision, la réalisation, que simplement il a l'air de trouver les ça déclarations. Et il le fait. Oui. Mais il le fait. Il le fait. Oui. Il agit, il avance. Et on parlait du glyphosate, des pesticides, mais là, c'est concret. Et je suis vraiment, moi, en soutien de Nicolas Hulot. Je sais que beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, au sein du groupe En Marche, dans la majorité, au-delà, ont envie que sur ces questions écologiques, on avance de façon pragmatique, réaliste, mais qu'on avance de façon très déterminée. Et sur le nucléaire, les objectifs seront tenus ou revus à la baisse à terme? Sur l'énergie, en général, la production d'électricité en particulier, Nicolas Hulot a bien été obligé de constater qu'un certain nombre de choses n'avaient pas été faites par le passé, en dépit du vote d'une loi dite de transition énergétique en 2015, qui avait été promise par François Hollande en 2012. Déjà, là, vous voyez, un bon exemple, on met 3 ans déjà pour voter la loi. Puis ensuite, on fait tout pour retarder la mise en œuvre. Et moi, je souhaite que l'Assemblée nationale, demain, ait plus de pouvoir pour contraindre un gouvernement, quel qu'il soit, à faire la mise en œuvre d'une loi. Et si une loi n'est pas mise en œuvre, mais qu'éventuellement, les députés puissent reprendre le pouvoir de mise en œuvre en définissant eux-mêmes, soit les décrets d'application, soit pour ce qui est de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'applique notamment à EDF. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a 2 sujets qui sont liés et qui inquiètent notamment les milieux catholiques, puisque vous êtes face aux chrétiens, c'est la PMA et la GPA. Faut-il légiférer là-dessus et changer les règles? Bon, sur la GPA, inutile d'en débattre, ce n'est pas à l'ordre du jour, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni au gouvernement. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a toujours dit qu'il y était opposé, et les députés de la majorité, quelle que soit leur sensibilité personnelle, y sont opposés, enfin ne se sont pas engagés avant les élections sur ce point. Sur la PMA, la procréation médicalement assistée, qui existe déjà aujourd'hui, depuis longtemps. C'est même la France qui a inventé, en quelque sorte, à l'époque, on disait la fécondation in vitro. Bon. Ce sont des médecins français, des chercheurs français qui l'ont inventé. Il y a l'idée de l'ouvrir à des femmes célibataires ou à des femmes vivant en couple, à 2 femmes. Et cela, le président de la République avait inscrit cette mesure à son programme présidentiel et les candidats En Marche aux législatives également. Donc ce sera fait sans doute l'année prochaine. Corinne Laurent, Lacroix. Vous êtes un élu de l'Ouest, du Grand Ouest. La SNCF a enregistré à 2 reprises des grandes pannes informatiques. Quelle doit être, comment peut se calibrer la relation entre l'État et cette entreprise? Il y a beaucoup de questions en une. Sur le transport ferroviaire en France, qui est assuré quasiment essentiellement, uniquement par la SNCF, d'abord, il y a une question là, concrète, dysfonctionnement majeur à la gare Montparnasse, semble-t-il problème informatique, on bascule d'un système à un autre et il y a un gigantesque bug qui bloque les trains et la gare Montparnasse est inutilisable pendant plus de 24 heures. Il faut absolument que dans ces cas-là, la SNCF se donne les moyens d'informer les voyageurs. Vous savez que la plupart des voyageurs donnent leur numéro de téléphone ou au moins leur email, ce qui leur permet de recevoir des alertes. Je peux vous dire, ayant moi-même prévu de prendre le train dimanche soir, je l'ai su par les médias. Et donc je me suis mis en quête d'une solution de substitution à partir du moment où j'ai vu l'alerte des médias. Je n'ai toujours pas reçu de message de la SNCF, alors que j'en reçois sur beaucoup d'autres sujets chaque fois que je prends le train. Et puis après, il y a un problème beaucoup plus global du système ferroviaire français, du point de vue économique et financier. Parce que là, on est au bord de l'implosion, de l'asphyxie. On est parti pour finir à 56 milliards d'euros de dettes
à la fin du mandat, en 2022. On est déjà à 46 milliards. Le système doit être ouvert à la concurrence au niveau européen. Les gouvernements, depuis des années, n'ont rien fait. Le système des retraites, le régime spécial des retraites de la SNCF. Il faut revenir beaucoup de là-dessus, sujets. sur L'organisation du travail interne, qui devait être faite il y a 1 an et demi, mais comme c'est arrivé au moment de la loi El Khomri, le gouvernement de l'époque a demandé à la SNCF de tout mettre par terre. C'est 1 an de négociations qui ont été perdus. Il faut absolument qu'on puisse relancer le système ferroviaire français. Et c'est pour le gouvernement d'ailleurs a décidé. Il y a des députés qui y participent. Il y a des assises dites de la mobilité, c'est-à-dire qui réfléchissent sur l'ensemble des solutions de transport. Parce qu'on voit bien que ça ne peut pas être le tout-train comme il y aurait eu le tout-routier à une autre époque, entre le covoiturage, les cars, les fameux cars Macron qui avaient été décriés mais qui fonctionnent, le train régional, le train national, le TGV, l'avion, etc. Il y a tout un tas de solutions qu'il faut combiner, qu'il faut articuler pour desservir les territoires. On ne desservira pas tous les territoires de la même façon, c'est évident, et il faut trouver la bonne équation financière. Il faut passer par la loi. L'Assemblée nationale doit Il y aura sans aucun doute des débats législatifs à l'Assemblée nationale sur plusieurs aspects qui ont un impact direct, évidemment, sur le bon fonctionnement, un fonctionnement qui doit être un bon fonctionnement du système ferroviaire français, alors qu'aujourd'hui, ça ne marche pas de façon satisfaisante. Romain Mazno, RCF. On s'achemine vers une victoire nette des nationalistes en Corse. En tout cas, ils sont sortis largement en tête du premier tour. Emmanuel Macron utilise l'expression d'autonomie dans la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut organiser l'autonomie en respectant la Constitution qui stipule que la République est une et indivisible? François de Rugy. On voit bien, avec les résultats des élections en Corse, qu'il y a une expression pour à la fois plus d'autonomie, au sens, les Corses veulent gérer leurs affaires localement. En plus, c'est une île, donc l'insularité, c'est particulier. En plus, et c'est pour ça qu'il y a des élections, alors qu'il n'y en a pas dans les autres régions de France, vous avez maintenant une collectivité unique qui regroupe l'équivalent de la région et les 2 anciens départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. C'est une bonne chose d'ailleurs. C'est quelque chose qui a été tenté il y a plus de 10 ans, qui n'avait pas marché, qui a été relancé il y a quelques années et qui entre enfin en fonctionnement. Et c'est légitimé par le suffrage universel et le vote des Corses, et c'est très bien. Demain, est-ce qu'il faut d'autres évolutions? Il faudra en discuter. À l'Assemblée nationale, on pourra le faire d'ailleurs, puisque la Corse, qui est représentée par 4 députés, sur les 4, il y en a 3 qui sont de la sensibilité de Gilles Simeone et qui a, de fait, quasiment déjà gagné les élections, puisque sa liste a réuni plus de 45% des suffrages dès le premier tour. Le corse, langue officielle, à côté du français, c'est imaginable? Est-ce qu'il faut traduire tous vos textes en Corse, François de Rugy, à l'Assemblée? Il y a déjà des millions de textes, faut-il tout traduire en Corse? Si c'était le cas, ce serait que pour la Corse, ce ne serait pas pour toute la France. Écoutez, moi je crois qu'il faudrait éviter les débats trop théoriques. Les débats, j'allais dire, idéologiques qui... pour certains, apparemment, ce n'est pas un débat théorique pour ceux qui sont concernés. Et qu'il y ait une démarche pragmatique et efficace. Comment fait-on pour permettre non seulement l'usage, mais le développement des langues régionales? Le corse est parlé en Corse, et c'est une des régions où on parle le plus une langue régionale. L'Alsace est également concernée. La Bretagne aussi, même s'il y a beaucoup moins de gens, malheureusement, à le parler aujourd'hui. Ça, c'est des sujets concrets. Et le président de la République, d'ailleurs, s'était engagé en tant que candidat à ce que l'on se donne les moyens de développer les langues régionales là où elles existent. On ne va pas, évidemment, imposer aux Parisiens de parler le breton ou le corse. Tout le monde le comprend bien. L'officialité de la langue corse, pour vous, ce n'est pas un objectif? En tout cas, je crois que si on part avec l'idée qu'il faut absolument dire co-officialité, et puis en face, il y aura la Constitution qui dira la langue de la République est le français, mais le fait que la langue de la République soit le français, ce qui est incontestable, et ça doit le rester, c'est un facteur de cohésion nationale, d'unité nationale, ça n'empêche pas qu'on puisse parler une langue régionale. Et ce serait d'ailleurs une perte de diversité, de richesse. Moi, j'insiste sur unité nationale et diversité régionale. Notre pays est riche de ces diversités régionales qui ont traversé les siècles. Rendez-vous compte que la Révolution française avait voulu effacer les provinces, comme on disait à l'époque, par les départements. Les départements existent toujours, mais le sentiment d'appartenance régionale, pas simplement en Corse, existe toujours également. Dit l'élu de l'Ouest. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour rester sur un terrain voisin, la Nouvelle-Calédonie va voter l'an prochain sur son avenir, l'avenir de cette île, aussi lointaine. Comment vous voyez, vous, l'avenir de ce territoire d'outre-mer?
Oui, François de je Rugy. me permets de corriger ce qui se passe en Corse et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie pareil. est très différent, Oui. même si dans les deux cas c'est une île, enfin, en Nouvelle-Calédonie c'est plusieurs îles, en Nouvelle-Calédonie c'est un processus de décolonisation et considéré comme tel par toutes les parties en place et qui a connu des phases extrêmement graves, violentes, avec des morts. On se souvient de la grotte d'Ouvéa, en tout cas il faut s'en souvenir, en 1988, il y a à peine 30 ans. Et ensuite, heureusement, les uns et les autres ont su s'élever, prendre leurs responsabilités et mettre en place un processus de fait de paix et qui permet là aussi une autonomie de plus en plus forte des prérogatives de l'État qui sont déléguées à la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Il y a un référendum, c'était prévu il y a 30 ans, qui doit être organisé l'année prochaine. À l'Assemblée nationale, nous avons créé une mission d'information pour accompagner et, je dirais, favoriser, faciliter la transposition législative concrète d'un certain nombre de décisions qui seraient préparées en Nouvelle-Calédonie par toutes les parties en présence qui acceptent de se mettre autour de la même table malgré leurs divergences. Et le Premier ministre qui était en visite en Nouvelle-Calédonie a pu conforter ce processus. Semble-t-il, oui. Corinne Laurent, Lacroix. Si on reste, si on reste outre-mer, toutes les régions ou territoires d'outre-mer ont, pour des raisons très différentes, des problématiques compliquées, soit Mayotte et la Réunion, d'immigration. On l'a vu Saint-Martin avec les ouragans, cyclone, la ouais. Guyane, ce sont d'autres problématiques. Est-ce que des états généraux concernant ces situations diverses, mais qui peuvent avoir des conséquences économiques, peut-être sociales difficiles, ne seraient pas envisageables? François de Rugy. Alors, notre le maire. gouvernement a déjà lancé un processus de ce type avec les territoires d'outre-mer, avec leurs élus, leurs habitants. Les situations sont très différentes. Oui. Vous l'avez vous-même dit, d'un territoire à l'autre. Par ailleurs, déjà aujourd'hui, la France a accepté, et les parlements successifs et majorités successives ont accepté des statuts différents selon les territoires d'outre-mer, et c'est très bien ainsi. Là aussi, c'est une démarche pragmatique. Il faut viser l'efficacité. Je reviens d'un déplacement à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, que j'ai effectué il y a quelques semaines. C'est un engagement que j'avais pris au moment du passage du cyclone Irma. Et j'ai rencontré les élus locaux, les représentants de l'État, des responsables d'associations économiques, des habitants. Et déjà, entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guadeloupe, 3 situations très différentes, avec 3 réponses, évidemment, qui seront différentes, et où on voit qu'il y a à la fois besoin d'une solidarité nationale qui s'exerce. L'État répond présent, contrairement à certaines polémiques vraiment inutiles qui avaient été lancées après le cyclone Irma, notamment à Saint-Barthélemy. Et les collectivités d'outre-mer sont également, j'allais dire, aux commandes, car elles ont beaucoup plus de responsabilités que nos départements, nos régions. D'ailleurs, Saint-Martin, par exemple, la collectivité, les élus, ils gèrent l'équivalent des communes, des pouvoirs des communes, des intercommunalités, des départements, des régions et d'une partie de l'État. Donc vous voyez qu'on a là simplifié vraiment le mode de gestion d'un territoire comme celui-là. Une dernière question de Romain Mazenot, RCF. Emmanuel Macron parle relativement peu de l'islam et des questions que pose l'islam à la société française. Comment organiser un islam de France et assurer une bonne formation, un bon recrutement des imams en France? François de Rugy. Je crois que sur cette question de la laïcité, alors, parfois on dit le vivre ensemble, la coexistence à la fois de Françaises et de Français qui ne croient pas, d'autres qui croient et qui ont différentes croyances, différentes religions. Et nous avons aujourd'hui une palette sans doute beaucoup plus large qu'autrefois, même si la religion catholique reste dominante. Eh bien, il faut envisager, je crois qu'il faut dire les choses. L'islam, par exemple, doit entamer ce que moi j'appelle une transition laïque. Le catholicisme, les chrétiens, on peut le dire dans cette émission d'autant plus qui s'appelle Face aux chrétiens, l'ont fait. Il y a maintenant plus de 100 ans après la loi de 1905. On a oublié aujourd'hui que la loi de 1905, dont on fête la date anniversaire, d'ailleurs ce 9 décembre, elle a été votée dans un climat
extrêmement controversées, de polémiques, même parfois violentes. Et moi qui suis un élu, en effet, de l'ouest de la France, je peux vous dire que, par exemple, en Bretagne, pendant très longtemps, sont restés des clivages très forts entre ceux qu'on appelait les cathos et les laïcs. Bon, aujourd'hui, évidemment, cela a été dépassé, et tant mieux, et chacun peut vivre, je crois, avec sa foi, qui doit rester d'ailleurs une affaire qui ne doit pas être instrumentalisée politiquement. Quand je vois les affaires autour des crèches, je me dis que certains cherchent à instrumentaliser, à provoquer, alors que ça n'a pas lieu d'être. Les crèches, évidemment qu'elles font partie de notre patrimoine, mais moi, quand je veux aller voir une crèche avec mes enfants, moi qui ne suis pas croyant, je vais dans une église. Et les églises sont ouvertes. Et c'est très bien ainsi. Je n'ai pas envie, en revanche, je ne vais pas installer une crèche dans un hall de l'Assemblée nationale, par exemple. Et puis demain, si un président de l'Assemblée avait une autre sensibilité, une autre foi, ou se référait à une autre tradition, il installerait une autre religion. On ne s'en sortirait pas. Donc, neutralité, ça, c'est la loi de 1905 qui est un bien précieux. Et il faut que les uns et les autres aillent tous dans le même sens. Alors vous disiez pour l'islam une transition laïque. Est-ce que ça signifie refuser les financements venus de l'étranger? Est-ce que ça signifie imposer des prêches en français? Ça veut surtout dire une chose simple, c'est qu'il y a une séparation du politique et du religieux. On peut avoir des convictions, on peut même avoir des convictions politiques qui sont inspirées par une foi religieuse, mais il n'y a pas de confusion possible entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ça doit être clair, net. C'est vraiment au fondement de notre approche depuis la loi de 1905. Et je crois, encore une fois, que d'ailleurs beaucoup de pays qui n'avaient pas cette tradition, je pense à l'Allemagne par exemple, a eu plutôt tendance à se rapprocher de notre conception, et c'est une bonne chose. Et puis ensuite, eh bien, les uns et les autres s'organisent, vivent leur foi de façon totalement libre, mais en ne mettant les pieds dans la confusion entre le religieux et le politique. Très bien, on va marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec François de Rugy, notre invité, président de l'Assemblée nationale. Il est interrogé par La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question pour RCF. Emmanuel Macron a passé quelques heures en Algérie. On se souvient d'un Emmanuel Macron dénonçant pendant la campagne présidentielle la colonisation comme un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il doit persister dans cette voie en présentant, je ne sais pas, des excuses, ou est-ce qu'il doit se tenir sur cette ligne de crête, ni déni, ni repentance ? Et surtout sur l'idée qu'il faut se tourner vers l'avenir. Il faut à la fois ne pas oublier le passé, ne pas être dans le déni, mais on ne peut pas s'enfermer dans le passé, et on le sait très bien que dans des relations toujours compliquées entre un ancien pays colonisé, un ancien pays colonisateur, même 55 ans après, l'indépendance de l'Algérie, c'était en 1962, nous sommes en 2017, on ne peut pas 55 ans après continuer à entretenir ces relations uniquement sous l'angle de la colonisation. Il faut absolument bâtir une relation qui soit tournée vers l'avenir, ce qu'on appelle souvent le co-développement. Et là, le co-développement, c'est quelque chose de concret, puisque nous sommes deux pays, un sur la rive sud de la Méditerranée, l'autre sur la rive nord, et par ailleurs, tout le monde sait bien qu'il y a en France un certain nombre d'Algériens ou d'enfants ou petits-enfants d'Algériens, et donc il est absolument nécessaire d'avoir des relations à la fois justement pour gérer les flux de personnes, les réguler aussi, et puis bien sûr développer les relations économiques. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il semble qu'on s'achemine vers un accord sur les conditions financières de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Finalement, ce Brexit, ça vous a choqué ou c'est une clarification ? François de Rugy. Alors, je me suis rendu en Grande-Bretagne au début du mois de novembre pour rencontrer on ne dit pas président en Grande-Bretagne, on dit le speaker de la Chambre des communes, donc qui est mon homologue, pour discuter du fonctionnement du Parlement britannique, mais aussi pour discuter du Brexit. Vous savez par exemple que ce n'est pas connu en France, le président de la Commission des affaires étrangères au Parlement britannique, l'équivalent de l'Assemblée nationale, est un franco-britannique. Il a la double nationalité. Oui, il faut aussi sortir des perceptions un peu simplistes qu'on pouvait avoir. J'ai constaté que les Britanniques, enfin les autorités britanniques, sont soucieuses de mener à bien le Brexit, puisque c'est le choix des Britanniques
qui a été fait par référendum. Ils ne peuvent pas s'y soustraire, évidemment. Et en même temps, ils veulent garder des liens. Ils veulent discuter, et je les comprends, avec l'Union européenne. Et aussi avec un pays comme la France, puisque nous sommes voisins, des relations futures. C'est-à-dire qu'il faut à la fois gérer cette sortie de l'Union européenne, qui en soi, on le sait, n'est pas une bonne chose. Vous avez senti ce Brexit inéluctable au cours de votre séjour. Oui, ça, personne d'ailleurs ne défend sérieusement parmi les autorités britanniques le fait qu'on puisse revenir dessus, revoter ou dire qu'on va laisser traîner les choses. Non, là, la seule question, c'est de savoir comment, parce que là, voilà, c'est un chantier immense. Il y a des sujets mais qui concernent les intérêts aussi de la France, par exemple. Hein. Nous avons des intérêts concrets, d'abord parce que nous avons plusieurs centaines de milliers de Français qui vivent notamment à Londres et qu'il faut sécuriser sur leur avenir, sur leur statut, par rapport à leur travail. Et puis, il y a aussi des questions concernant l'économie. Et là, les Britanniques ont des intérêts. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à couper tous les liens avec l'Union européenne. Mais par exemple, les Français ont également des intérêts, notamment dans la pêche, par exemple, dans les eaux britanniques. Corinne Laurent, Lacroix. La situation politique en Allemagne est un petit peu difficile pour Angela Merkel. Est-ce que là aussi, ça met un petit peu les plans du gouvernement français en difficulté pour essayer de relancer le modèle européen ? Alors, la situation européenne est difficile, on le voit bien, et ce n'est pas nouveau. Le fait que souvent l'Union européenne, la Commission européenne, les conseils européens réunissant les chefs d'État et de gouvernement ont eu beaucoup de mal à gérer un certain nombre de crises, la crise de l'euro avec la Grèce, la crise des migrants, et souvent ont pris des décisions acculées au dernier moment. Et ce n'est pas bon, donnant le sentiment d'impuissance et de paralysie. Et en même temps, le Brexit, de ce point de vue-là, est une clarification. On ne pourra plus s'abriter derrière l'idée que c'est les Britanniques qui ne veulent pas avancer, donc on n'avance pas. C'est souvent un prétexte et un alibi, d'ailleurs, pour un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement européens, même parfois peut-être des chefs d'État et de gouvernement français. Et puis, le fait que l'Allemagne vive une forme de normalisation politique en Europe, c'est-à-dire l'émergence d'une force d'extrême droite, comme il en existe en France, comme il en existe en Italie, en Autriche depuis longtemps, en Pologne, en Hongrie, où c'est encore bien pire. Bon, et l'Espagne est dans une situation aussi de crise politique, de fait, avec le conflit avec la Catalogne, et donc la France a une capacité à jouer un rôle particulier. Et je constate, en ce moment, quand je suis allé en Allemagne au mois d'octobre, en Italie au mois de septembre, la France est attendue. Le président de la République, Emmanuel Macron, a créé un espoir avec son élection et aussi avec ses premières prises de position sur les questions européennes. Romain Mazenot, RCF. Avec le retrait du mandat d'arrêt international contre Carles Puigdemont et les élections à venir le 21 décembre, est-ce qu'on s'achemine vers un retour à la normale en Catalogne? Et peut-être plus généralement, qu'est-ce que ces mouvements séparatistes, autonomistes disent de l'état de l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce que c'est inquiétant? Je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Le conflit entre le Parlement catalan et le Parlement espagnol, puisqu'il y a deux légitimités parlementaires qui s'affrontent. Les deux parlements sont issus des élections. Le Parlement espagnol, dans sa majorité, refuse toute indépendance de la Catalogne, et le Parlement catalan, dans sa majorité, voudrait aller dans ce sens. Peut-être d'ailleurs que s'il y avait eu une négociation, au lieu d'entretenir un blocage, un affrontement, les Catalans n'auraient pas demandé à aller jusqu'à un référendum sur l'indépendance. Et donc il faut évidemment que ça revienne vers un fonctionnement normal. On ne peut pas avoir des responsables politiques catalans, des élus catalans qui sont mis en prison simplement parce qu'ils ont voté l'indépendance virtuelle, d'ailleurs, de la Catalogne. La Madrid est allée trop loin pour vous. Ce n'est pas possible dans l'Union européenne. Mais ça n'a, là, pour le coup, pas grand-chose à voir avec l'Union européenne. C'est vraiment une question... L'Écosse, la Lombardie, la Vénétie... Il y a... partout en Europe, en effet, des aspirations, parfois, à une reconnaissance plus forte de l'identité nationale ou de l'identité régionale. Parfois, les deux, d'ailleurs, cohabitent. Et donc ça, il faut en tenir compte. Et je crois, d'ailleurs, que l'Union européenne peut être un facteur plutôt de rassemblement. Moi, c'est vrai que quand j'ai entendu, par le passé, c'était M. Barroso, président de la Commission européenne, qui disait si l'Écosse avait voté, parce qu'elle aussi, il y a eu un référendum en Écosse, contrairement en Catalogne, eh bien, avait voté l'indépendance, elle devrait recommencer à zéro un processus d'adhésion à l'Union européenne. C'est quand même pas sérieux. Les Écossais, eux, ils sont favorables à l'appartenance à l'Union européenne. Quand il y a eu le référendum sur l'Union européenne, eux, ils ont voté oui au maintien dans l'Union européenne, comme les Irlandais d'ailleurs. Donc, il faut quand même que l'Union européenne joue plutôt un rôle de rassemblement de tout le monde et dire
que les uns et les autres ont leur place, à chacun après de trouver le mode de régulation interne. On arrive bientôt au terme de cette émission. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, une question sur Daesh, dont Emmanuel Macron a dit que c'était la fin prochaine. Est-ce qu'il faut revoir le format de l'intervention française au Levant et par extension, ce n'est pas la même problématique, la présence française aussi au Sahel? François de Rugy. Évidemment qu'il faut adapter les moyens, notamment militaires, que l'on mobilise, et la France est en pointe. Il y a peu de pays en Europe, par exemple, qui s'engagent comme la France s'engage dans la lutte contre le djihadisme international. Il faut rendre hommage d'ailleurs là au président François Hollande, qui a engagé la France au Mali en 2013, au début de l'année 2013, alors qu'à l'époque, personne ne parlait. Les États-Unis sous-estimaient le risque de Daesh en Irak et en Syrie. Donc c'était pour éviter qu'il y ait un mouvement de djihadistes qui prenne le pouvoir au Mali. C'était ça l'enjeu à l'époque. Et nous y sommes parvenus. Après, tout n'est pas réglé, évidemment, au Mali. Et la présence française, il faut la reformater, mais il faut la maintenir. Pour ce qui est de l'Irak et de la Syrie, il faut aussi revoir, évidemment, nos modes d'intervention. Mais il ne faut pas se retirer brutalement. Et il faut même voir comment on peut, peut-être, notamment soutenir le Liban, vous savez que le président du Liban est venu en France, je l'ai moi-même reçu à l'Assemblée nationale, et lui il dit soutenez-nous parce que nous avons à faire face, la crise des migrants au Liban, c'est pas la même proportion qu'en Europe. C'est plus d'1,5 million de personnes dans un tout petit pays, et donc qui peut être déstabilisé. Et donc il y a besoin qu'on l'aide à régler cela avec ses voisins. Une dernière question. Oui. Alain Baron. Vous avez cité le Mali, le président était en Afrique tout récemment. Il a dit qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Selon vous, c'est quoi une bonne politique africaine de la France? Et vous parliez des migrations tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a plus ce qu'on appelait la France-Afrique à une époque, c'est-à-dire ces liens souvent un peu malsains entre les autorités politiques françaises et africaines et des intérêts économiques. La France a une présence en Afrique, une présence économique, une présence militaire aussi, qui a été revue ces dernières années, mais qui est forte. Et par ailleurs, nous avons des liens. Beaucoup de pays africains ont des ressortissants qui vivent en France. Le Mali en est un exemple, et il y a beaucoup d'autres pays également. Ce sont des liens forts. Moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'on ait une approche à l'avenir, et la France peut jouer un rôle de leader, euro-africaine. C'est-à-dire qu'il y ait un soutien européen sur des sujets comme l'énergie, la santé, l'éducation, qui sont vraiment les moteurs d'un développement futur de l'Afrique qui est déjà en cours. Oui. J'ai envie de vous poser une dernière question, François de Rugy. On vous a beaucoup entendu parler pendant cette édition de pragmatisme, d'efficacité, d'engagement tenu. Je le revendique, le pragmatisme et l'efficacité. Êtes-vous encore écologiste, François de Rugy? Ah, mais en matière d'écologie, je suis également pour le pragmatisme et la recherche de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on regarde les réalités en face, on ne cherche pas à plaquer sur les réalités des théories, des dogmes, et ensuite on cherche à avoir des résultats. On se fixe des objectifs et on vérifie qu'ils sont atteints en mesurant les résultats. Et je souhaite d'ailleurs que dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, en tant que président de l'Assemblée nationale, je me bats pour qu'on évalue davantage les lois qui ont été votées par le passé et qu'on vérifie qu'elles ont bien atteint leurs objectifs. Et que si ce n'est pas le cas, eh bien on se donne le moyen de corriger les choses. Pareil pour la dépense publique. On ne peut pas dire en France qu'on ne dépense pas assez pour l'éducation, qu'on ne dépense pas assez pour la santé, on ne dépense pas assez pour le logement. Plus de 40 milliards d'euros de dépenses publiques pour le logement chaque année. Mais est-ce que les résultats sont au rendez-vous? En matière éducative, on voit bien qu'il y a quand même de gros progrès à faire, puisque nous avons plutôt dégringolé dans un certain nombre de classements, encore tout récemment sur la lecture, ça a été dit. Donc le gouvernement prend le taureau par les cornes dans un certain nombre de domaines, il a bien raison de le faire, il a le soutien des députés de la majorité, mais le Parlement doit prendre sa responsabilité, qui est, en plus, encore une fois, du vote de la loi ou du vote du budget, l'évaluation. Et nous allons prendre un certain nombre de mesures pour renforcer les pouvoirs d'évaluation des députés. Très bien, on a bien compris votre détermination et votre engagement, également votre pragmatisme, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Notre invité la semaine prochaine sera Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine, alors qui fut député républicain, qui est devenu aujourd'hui député En Marche et qui a été ancien questeur de l'Assemblée nationale. Nous retrouverons tout ça la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens avec François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, ainsi que toutes les éditions qui nous ont précédés. À la semaine prochaine. Merci à vous tous de votre fidélité.